Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. C'est tout un monde là qui est puni quand on met une personne en prison. Là. Les gens qui restent à l'extérieur, c'est très, très, très difficile pour eux aussi. Et puis, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et je pense que, mettons un peu cette espèce d'orgueil bien pensant de côté, de dire, moi, je ferai jamais rien de mal, d'aussi grave qui me permette d'aller en prison. La réalité, c'est que, ben oui, peut-être. Là, je veux dire, je te le souhaite, comme beaucoup de personnes. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Colline Bellefleur, avocate en droit de l'immigration et en droit carcéral au Québec. Colline a grandi en France et a terminé ses études au Canada, où elle exerce actuellement en tant qu'indépendante dans son propre cabinet. Durant notre échange, elle nous parle entre autres des problématiques liées à son métier, de son engagement pour la protection des droits humains et des différences qu'il y a entre la société française et canadienne. Moi, je me dis toujours, je vais faire les choses la tête haute, là. C'est-à-dire que je suis qui je suis comme je suis. Par exemple, quand j'ai fait mon site internet, il y a des gens qui m'ont dit, ah, est-ce que tu vas mettre une photo de toi voilée? Je suis comme, ah, mais oui, mais carrément. Et d'ailleurs, je suis partout, tu vois ma tête partout parce que c'est pas parce que je suis genre complètement narcissique, c'est parce que, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose que je me dis, il faut vraiment y aller la tête haute et il faut s'assumer pour ce qu'on est. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Colline. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci et toi? Ça va très très bien. Si ce n'est qu'on a 13 heures de décalage, donc ça a été compliqué de trouver un créneau, mais alhamdoulilah, chez On est toi, du là. coup, on est là, on l'a fait. 8 heures du matin chez toi et 21 heures chez moi. Alhamdoulilah. Donc là, tu nous parles en direct du Québec, Oui, de Montréal. de Montréal. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et en dire un maximum sur toi en 30 secondes pour qu'ils sachent un peu qui t'es? Ok. Alors moi, aujourd'hui, je suis avocate, membre du barreau du Québec. Je pratique à Montréal et je suis française à la base. Ça fait 10 ans que j'habite au Québec, que j'ai immigré ici comme résidente permanente. Et je travaille, j'ai mon propre bureau d'avocat et je travaille comme avocate en immigration, en droit de l'immigration, qu'on appelle aussi droit des étrangers en France, et en droit carcéral. Tout ce qui concerne en fait le travail dans les prisons, les conditions de vie dans les prisons, les libérations conditionnelles, tout ce qui tourne autour de ça. Et j'ai aussi beaucoup d'implications, on va dire, pour la question des droits humains de façon plus large, via des associations où là, ça va impliquer du travail devant les tribunaux pour essayer de faire changer certaines lois, changer certaines choses, ou des représentations devant les commissions parlementaires, dès l'instant qu'il y a des questions de droits et libertés qui vont être soulevées. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui à l'heure actuelle. Super. Est-ce que c'est commun d'avoir deux casquettes comme ça, enfin, côté immigration et côté droit carcéral? Alors, c'est pas forcément deux domaines de droit qui sont souvent pratiqués ensemble. Je pense qu'il y a des bureaux qui vont faire les deux, mais ça va être souvent des avocats différents qui vont faire l'immigration et le carcéral. Je suis probablement une des seules à faire les deux. Moi, je trouve que ça se marie très bien. En fait, là, s'il y a des juristes qui écoutent, ça rentre vraiment dans la catégorie plus large de droit administratif, c'est-à-dire que on est toujours dans une situation où on va représenter l'individu contre des administrations et si ça se rend devant les tribunaux contre un ministère, contre le gouvernement en fait. Donc moi c'est quelque chose dans lequel je vois beaucoup de cohérence parce que je me retrouve toujours en fait à être du côté de l'individu, de la personne face à la machine, face au système et c'est quelque chose qui me tient beaucoup beaucoup à cœur. C'est pour ça que je dis toujours que j'inclus en fait toujours une pratique droits et libertés à l'intérieur même de ma pratique en droit de l'immigration et des réfugiés, ma pratique en droit carcéral parce que les droits humains auxquels on peut penser vont toujours être soulevés dans ces deux domaines de droit spécifiquement, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la sécurité, le droit à la liberté d'expression. Enfin, ça revient tout le temps dans des cas individuels, si on veut. Hein. Ces grands droits là auxquels on peut penser sortent beaucoup dans ces dossiers, sont souvent mis en danger en fait dans ce type de pratique. Pour moi, c'est deux domaines qui vont très très bien ensemble. Après, parfois, ce sont deux domaines de pratique qui vont rester très très indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'en droit de l'immigration, je vais travailler en partie avec des demandeurs d'asile, donc des gens qui viennent d'arriver, souvent qui viennent d'arriver au Canada, euh, qui vont faire une demande d'asile pour différents motifs de persécution, religion, orientation sexuelle, application politique, violence conjugale, etc.
ces gens-là, généralement, je veux dire, ma pratique en immigration avec les demandeurs d'asile ne touche absolument pas à ma pratique en immigration en droit carcéral. Mhm. Euh, j'ai toute une pratique également qui va consister à travailler avec les gens qui sont à risque d'être interdits de territoire. Interdits de territoire au Canada, ça peut être pour des questions de criminalité, de sécurité. Et ça ne nécessite pas non plus forcément que les gens aient même des accusations criminelles. C'est-à-dire qu'on peut être interdit de territoire parce qu'on est suspecté de faire partie d'une organisation terroriste ou Mhm. d'avoir été impliqué dans des activités subversives visant à renverser un gouvernement, etc., sans qu'il n'y ait jamais aucune accusation criminelle qui soit portée contre les personnes. C'est un processus purement administratif. Par contre, parfois, les gens vont être à risque d'être interdits de territoire ou interdits de territoire parce qu'ils ont effectivement eu une condamnation criminelle au Canada. Donc souvent, ces gens-là, je vais les rencontrer quand ils sont encore en prison. Et là, il va y avoir un chevauchement entre le droit carcéral et le droit de l'immigration parce que je vais les aider généralement dans le processus de libération conditionnelle ou pour toutes autres sortes de questionnements, de problèmes qu'il peut y avoir pendant qu'ils servent leur peine de prison. Et puis ensuite, quand ils sortent de prison, il y a un petit peu le mécanisme qu'on appelle la double peine. Ils sont à risque d'être renvoyés du Canada, même si c'était des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Là, tant qu'ils ne sont pas citoyens, ils sont à risque d'être renvoyés. Et donc là, souvent, on va comme changer de prison. On va en détention immigration. Et là, on va travailler sur la question pour empêcher qu'ils soient renvoyés du Canada. Une grosse partie de ma clientèle, ça va être par exemple des gens qui sont au Canada depuis très, très longtemps, qui sont arrivés quand ils avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans avec leurs parents, comme résidents permanents. Bon, famille dysfonctionnelle, problèmes dans la famille, etc. Ils se retrouvent placés, ce qu'on appelle ici la direction de la protection de la jeunesse, donc les centres jeunesse, ils sont famille d'accueil, enfin peu importe. Et donc, ils ont un parcours d'adolescence un peu chaotique. Ils sortent du système de protection de la jeunesse à 18 ans, puis là, ils vont faire, il va y avoir un peu de criminalité, peut-être des problèmes de consommation de drogue et ils vont se retrouver interdits de territoire, pas nécessairement pour des crimes objectivement très graves, là, sans vouloir minimiser, mais pas pour des choses qui nécessiteraient qu'on renvoie les gens, clairement. Là. Et par contre, ils se retrouvent à risque d'être envoyés dans des pays qu'ils ne connaissent pas du tout, dont ils ne parlent pas la langue. Et, Ouais. euh, et donc ça, c'est une grosse partie de ma clientèle avec qui j'aime énormément travailler, surtout que quand on arrive à essayer, à l'étape où on est en train d'essayer d'empêcher le renvoi du Canada, à cause de la lenteur des processus judiciaires, des fois, on est peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans après que les faits se soient passés. Puis moi, j'ai des clients, par exemple, où la criminalité était reliée à leur propre consommation de drogue, problème de toxicomanie. Et puis là, 5 ans plus tard, ils ont complètement repris leur vie en main. Ils sont parfois eux-mêmes impliqués, en fait, comme travailleurs sociaux pour aider les gens dans la même situation. Enfin, Mhm. ce sont complètement des autres personnes. Ils sont rendus ailleurs dans leur vie. Pourtant, la menace de la déportation, elle est toujours là. Et c'est très, très lourd même quand on sait qu'on a des dossiers qui ont des bonnes chances de succès, etc. C'est très lourd d'avoir un processus judiciaire comme ça qui pèse sur soi et avec on vit sa vie là pendant des années en se disant ben, Oui. peut-être je risque d'être envoyé. C'est des gens des fois qui ont des enfants ici. C'est Euh, facile de traîner ces erreurs de jeunesse. Ça peut être fatal pour. ah oui, et quand on n'est pas citoyen, ça pardonne pas en fait. On a rarement une deuxième chance. C'est vraiment une clientèle avec qui j'aime beaucoup travailler. C'est dans ce genre de dossier que je vais avoir un chevauchement entre le carcéral et l'immigration. Sinon, après en carcéral, je travaille pas du tout uniquement avec des immigrants, et donc là, on va vraiment se concentrer uniquement sur les questions de la situation en prison et travailler sur le plan de sortie pour travailler sur la libération conditionnelle. D'accord. Tes clients, et comment ils te sont proposés? Il y a une liste d'avocats auxquels qui peuvent contacter. Comment ça se passe? Les clients en prison, tu veux dire? Les deux, pour Les deux. Ah l'immigration ouais. et pour. Bon, en immigration, le nom circule beaucoup à l'intérieur des communautés. J'ai beaucoup de références qui viennent d'organismes qui travaillent avec les immigrants. Ça va très très vite. Hein. C'est un domaine où il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Il y a des références d'autres collègues aussi qui font pas de droit de l'immigration, mais des fois qui vont référer, qui représentent les gens pour autre chose, un divorce ou peu importe, puis qui vont à un moment donné avoir besoin d'un avocat en immigration. En carcéral, j'ai beaucoup commencé avec des références d'autres collègues. J'ai commencé en remplaçant en fait certains collègues parce que j'ai commencé le carcéral beaucoup plus tard
que j'ai commencé l'immigration. Alors, j'ai commencé en faisant des remplacements avec des collègues, ce qui permet d'être mentoré en même temps, là, puis un petit peu coaché sur les dossiers. Et puis après, ça va être du référencement du bouche à oreille. Les gens, les détenus eux-mêmes dans les prisons, les collègues qui continuent de référer des dossiers, puis les membres de la famille, des fois, qui vont me trouver sur Internet, tout simplement, qui font des recherches pour des proches qui sont détenus, parce qu'on travaille beaucoup avec les familles aussi, évidemment, quand Oui. les familles, les proches à l'extérieur, quand on travaille avec des personnes détenues. Cool. Du coup, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à cette vocation, à cette profession. Est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivé là? Ok. Alors, j'ai fait des études de droit tout de suite après le lycée en France. Je me suis rendue en M2 en France Mhm. encore. Et j'avais toujours dit que je voulais pas être avocate. En fait, je faisais des études de droit, alors toujours en ayant la question droit de la personne, droits et libertés en tête, mais je visais plutôt des implications dans le milieu associatif, peut-être organisation internationale. Voilà, j'étais pas du tout dans une optique de fonder mon propre bureau d'avocat un jour, enfin, Ouais. ou même devenir avocate. En fait, c'était pas du tout le plan. Euh, mais j'ai quand même Ok, je vais commencer par la fin. Là. Disons que j'ai fait des stages vers la fin de mon cursus où j'ai été amenée en fait à travailler dans le milieu associatif et en collaboration avec des organisations internationales, notamment le HCR. Mhm. Et puis, C'est quoi le bon, HCR? c'est excuse-moi, le Haut Commissariat pour les Nations Unies pour les réfugiés, eux qui vont D'accord. s'occuper souvent au niveau international, on va dire, de gérer certains camps de réfugiés, gérer certains mouvements de déplacement de population, etc. J'ai pas été super impressionnée, en fait, on va dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails. Puis surtout, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être beaucoup plus proche de l'individu, proche des gens, en fait, Ouais. d'avoir une action concrète, directe, plus rapide. Les organismes, le milieu associatif ou même les grandes associations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, tout ça, ils font du travail super important. Moi-même, j'utilise leurs rapports, les choses comme ça dans mes propres dossiers. Mais ça reste du travail de grande envergure, des fois plus à long terme. Mhm. Et moi, j'avais vraiment envie d'être impliquée avec les gens. Fait que c'est comme ça j'ai un peu basculé dans l'idée de dire, OK, avocat, c'est peut-être pas mal finalement si on veut aider les gens concrètement, directement. Puis quand je suis arrivée au Québec, le statut de juriste n'existe pas vraiment. Fait que j'ai juste repris mes études. J'ai fait les études pour être avocate parce que sinon, il n'y a pas totalement d'autres options en fait avec un diplôme en droit. Donc ça s'est fait assez naturellement. Puis je me suis retrouvée être avocate, puis ça me convient très bien au final. Maintenant, pour les domaines de pratique, j'avais découvert le droit des étrangers en France en troisième année de licence. Je m'étais impliquée avec la CIMAD. J'avais une amie qui s'impliquait là-bas, puis qui m'avait dit c'est vraiment intéressant, tu devrais venir voir. En deuxième année, pardon, en deuxième année de droit. D'accord. Et donc la CIMAD, c'est un organisme en France qui va vraiment, en tout cas la section de Strasbourg où j'étais, s'occupait vraiment des personnes sans statut. Donc essayer de trouver, déposer des demandes humanitaires, essayer de trouver des solutions aux gens qui n'avaient pas de statut, regroupement familial. En fait, quelque chose qui ressemble beaucoup à ma pratique aujourd'hui, sauf que là, je me rends même jusqu'à représenter des gens devant les tribunaux, alors qu'à la CIMAD, évidemment, on faisait juste du conseil et puis de l'aide au niveau purement administratif. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je me suis dit, OK, on peut vraiment, surtout dans le contexte français, là où les personnes sans statut, c'est vraiment un contexte beaucoup plus difficile qu'ici, par exemple. Ça m'a vraiment intéressée dès le début. Donc, dès ma deuxième année de droit, j'avais le droit des étrangers en tête, qui n'est pas du tout une matière enseignée en France, en tout cas qui n'était pas à l'époque. Ici, au Québec, il y a des cours en droit de l'immigration. Ce n'est pas dans toutes les universités, ce n'est pas non plus un cours obligatoire. Mais j'avais cette idée en tête que j'ai gardée parce qu'après, je suis allée vivre un an au Maroc. J'ai travaillé avec les demandeurs d'asile à Rabat, au Maroc. J'ai aussi fait un stage en Belgique d'un mois dans un cabinet d'avocats hyper engagé qui travaille aussi beaucoup avec les personnes sans statut. Et en plus, j'étais là-bas, à un moment donné, il y avait une grosse vague de régularisation qu'il n'y avait pas eu depuis 10 ans en Belgique. Et donc, c'était vraiment intéressant d'être impliqué dans ce mouvement-là. Donc, j'ai toujours gardé le lien avec l'immigration. Puis pour le carcéral, c'est un petit peu différent le parcours. Je m'étais impliquée comme étudiante pendant mon M2 cette fois-ci avec le GENEPI. C'est une association que je connaissais depuis le début de mes études, mais que j'avais jamais vraiment sauté le pas. Et le GENEPI, à ce moment-là, intervenait dans les prisons pour c'était pas vraiment pour donner des cours, c'était plus comme pour faire des activités ou aider les gens qui s'engageaient dans un processus d'études, les détenus qui s'engageaient dans un processus d'études à l'intérieur des prisons. Je m'étais impliquée à la maison d'arrêt de Strasbourg
Là, c'était des prévenus et détenus courte peine. Alors, c'était beaucoup de l'apprentissage du français ou de la lecture, en fait. C'est beaucoup d'illettrisme en prison. Et une autre expérience qui m'avait beaucoup marquée, je m'étais impliquée un petit peu à la maison, comment ça s'appelle? C'est pas la maison d'arrêt, la maison centrale d'Ensisheim, en Alsace aussi. Et là, on parle de détenus longue peine ou perpétuité. Et là, je les aidais dans leur cours de droit. C'était des détenus, donc longue peine, qui s'étaient engagés dans des licences en droit. Ils étaient rendus à l'équivalent de deuxième année par correspondance. Et ils avaient besoin, comme un peu de mentorat, en fait, sur certaines matières. Je me rappelle, ils avaient un cours de droit anglais en anglais, qu'ils avaient un petit peu de mal. Et donc nous, on venait comme étudiants pour aider d'autres étudiants, en fait. Et par rapport à l'implication comme avocat maintenant et ce que j'ai pu faire avant, c'est quand même vraiment différent parce que quand on était étudiant, on allait dans les prisons, on allait vraiment jusqu'au cœur de la prison. C'est-à-dire que là, quand on est avocat, on a souvent des salles réservées pas très loin de la porte d'entrée, là, on va dire, pour nos entrevues et tout ça. Mais là, on rentrait vraiment dans les salles communautaires, dans les salles d'activité. Et je me rappelle, j'avais même à la maison centrale, on avait une espèce de petite alarme à la ceinture au cas où. Bon, il ne s'est jamais rien passé de problématique là, mais et c'était vraiment intéressant parce que c'est là que j'ai réalisé en fait que, et comme étudiant, on ne savait pas quel genre de crime ils avaient commis. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qu'on savait parce que c'était des détenus connus, donc on le savait par défaut. Mais sinon, la politique de l'association, c'était c'est pas pertinent, on n'est pas là pour ça. Et effectivement, c'était extrêmement facile, en fait, de, 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 de travailler avec ces gens-là, parce qu'on oublie complètement l'aspect criminalité quand on est dans un autre contexte. Là, on était comme dans une salle de classe, puis c'était très facile. Là, c'est sûr qu'en tant qu'avocat, on sait exactement ce qu'ils ont fait, on a accès à tous les détails les plus sordides et intimes du dossier, c'est un petit peu différent. Mais C'est intimidant. non, au contraire, c'est pas intimidant. Ça rend les gens très humains, très réels en fait, parce que ils sont. Des fois, on a des détenus qui vont un petit peu faire les malins là dans la prison. C'est un petit peu les gros durs et tout. Puis nous, on a accès à leur dossier, on a accès aux détails, on a accès au rapport psychologique, on a accès au rapport criminologique, on a accès au rapport sexologique. Puis en fait, quand on voit l'ampleur des fois de ce qui se passe derrière la façade, là, en réalité, moi, je trouve que c'est les détenus qui auraient plus de raisons d'être intimidés, de devoir se dévoiler autant envers nous. Là, nous, on arrive comme avocats, puis on ne sait, ils savent rien de nous, à part peut-être ce qu'on veut bien leur dire. Là. Et puis tout d'un coup, eux, ils doivent tout de suite tout mettre sur la table, tout en détail, les détails de leur vie. Là. C'est quand même assez, débalancé comme rapport quelque part. Mais donc j'étais vraiment le milieu des prisons et tout ça m'avait intéressée depuis longtemps. Puis après, je suis partie dans autre chose là, quand j'ai commencé ma carrière ici et quand j'ai décidé d'ouvrir mon compte de partir à mon compte il y a 2 ans. Là, je me suis dit, OK, je veux vraiment pratiquer dans les domaines qui me plaisent, là, qui m'allument vraiment. Et je faisais déjà du droit d'immigration et des réfugiés. Je faisais aussi à ce moment-là, j'ai été salariée quelques années, je faisais du droit civil, un petit peu de litige commercial, voilà. C'était pas ce qui me plaisait le plus. J'y trouvais une certaine stimulation intellectuelle, donc ça allait, mais c'est jamais ce qui m'a vraiment le plus. Tu as fait un peu du coup de litigiation. Oui, exactement. Donc, qui n'a absolument rien à voir avec. Non, par contre, ça m'a appris beaucoup de choses. Là. Je veux dire, tu sais, les interrogatoires, les contre-interrogatoires, gérer. Enfin, ça m'a appris plein de choses. Là, c'était pas une perte de temps du tout. Mais disons que concrètement, c'était pas ça que je voulais faire sur du long terme. Donc, quand j'ai ouvert mon bureau, je me suis dit, OK, je garde l'immigration et le droit des réfugiés, qui est vraiment, vraiment ce qui me plaît. Puis, qu'est-ce que j'ai manqué? Tu sais, qu'est-ce qui me plaisait quand j'étais étudiante? Qui venait me chercher, puis que je suis passée à côté, parce que voilà, le quotidien embarqué, les opportunités ont été ce qu'elles ont été. Et là, je me suis dit, OK, c'est le carcéral. J'ai perdu mon lien avec le carcéral sans faire exprès, en fait, sans le vouloir. Alors, j'ai décidé d'y retourner et de démarrer. En même temps que j'ai démarré ma pratique, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai démarré le droit carcéral. C'est à ce moment-là que j'ai replongé là-dedans, cette fois-ci, comme avocate, quoi, en fait. Ah, cool. Et oui, du coup, je voulais juste revenir. Tu as quand même pas mal voyagé pendant tes études. C'était un choix. Tu as eu des opportunités grâce à tes parents. Comment ça s'est passé? Tu savais qu'il fallait que tu voyages pour développer ta carrière ou c'était juste plutôt aléatoire?
Moi, j'ai toujours bien aimé vivre dans d'autres endroits, en fait. Je suis pas une fan de voyage en tant que tel. Je trouve toujours que Mhm. ça reste un peu trop superficiel. Si je voyage souvent, même juste pour un voyage vacances, par exemple, je vais rester au Québec, mettons. Mais j'ai toujours aimé vivre dans d'autres endroits. Puis, bon, la première expérience à l'étranger, c'était l'année Erasmus en troisième année au Royaume-Uni. Là, c'était vraiment aussi un choix. Je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à parler anglais correctement. Tu sais, à un moment donné, faut sortir un peu de cette espèce de niveau moyen avec lequel on sort du lycée. Là, même quand tu es bon à l'école, tu sors. En général, en France, on ne sort pas bilingue du lycée. Ouais, Donc, euh, donc c'était vraiment le choix du Royaume-Uni était vraiment pour la langue. Ça a fonctionné. Je suis capable de travailler en anglais maintenant. Je travaille à peu près 70% du temps en anglais. Donc, c'est vraiment, entre autres, grâce à cette année à l'étranger. C'est ça qui a vraiment, vraiment débloqué. Là. Et après, après, je suis partie vivre au Maroc un an. Et c'est là que je me suis impliquée. Mais en fait, je me suis toujours impliquée où je vivais finalement. C'était même pas tellement je suis partie pour m'impliquer, c'est je suis ouais. dans un endroit et à ce moment-là, je m'implique. Et par contre, c'est vrai aussi que j'ai choisi de faire mon stage de M2. J'étais dans une organisation, l'Association des droits civiques en Israël, qui est basée entre Tel Aviv et Jérusalem. J'ai passé 3 mois là-bas. Bon, là, c'est sûr que j'étais encore, rappelle-toi, dans l'idée de je veux m'impliquer peut-être à l'international, peut-être dans des associations, dans le milieu associatif. Donc, ça collait quand même avec mon parcours. Euh, donc, oui, il y avait à la fois, c'est sûr que pour la maîtrise des langues, à un moment donné, faut partir au moins temporairement. Et puis après, bon, est-ce que l'expérience de travail à l'étranger est nécessaire? Pas forcément, si ça dépend toujours du plan de Mhm. carrière. Moi, ça m'est utile encore aujourd'hui parce que je travaille avec une population là, qui vient de littéralement partout dans le monde. Et puis, je suis moi-même repartie récemment, il y a 2 ans. Je suis repartie en Grèce pendant 3 mois sur l'île de Chios pour travailler cette fois-ci avec les demandeurs d'asile qui se retrouvent dans les camps de réfugiés sur l'île de Chios. Chios, c'est une île qui est très, très proche de la Turquie. C'est comme Lesbos, là, qu'on entend souvent parler. C'est juste à côté, en fait. On entend souvent parler de Lesbos dans les médias. C'est ces îles où les gens vont arriver par bateau de la Turquie et après faire des demandes d'asile, mais se retrouver coincés sur les îles grecques, en fait. Donc, je suis partie 3 mois là-bas avec mon mari et mes enfants. Euh, donc, c'est sûr que j'ai toujours cette. En fait, il faut faire attention parce que moi, j'ai toujours eu cet intérêt de partir à l'étranger et tout. Après, il faut voir est-ce que vraiment je suis utile si je travaille à l'étranger plutôt que si je travaille dans le pays où j'habite et puis où je suis formée, compétente, etc. C'est pas le tout de partir parce Ouais. que c'est intéressant. Là. À chaque fois que j'ai décidé de partir à l'étranger, il y avait vraiment une logique derrière et puis un, un- je trouvais que je pouvais vraiment apporter quelque chose sur place avec mon expertise, avec mes compétences, sans venir tasser non plus des gens qui feraient déjà du travail dans les pays en question. D'accord. Juste par curiosité, c'était quoi ta mission à Tel Aviv? C'était une association israélienne D'accord. euh, basée pas dans les territoires palestiniens, mais à l'intérieur de l'État d'Israël. Il travaillait, bon, il y avait une grosse partie questions sur les droits des Palestiniens. Il y avait aussi beaucoup de questions sur les droits des réfugiés qui se retrouvent en Israël, réfugiés qui arrivaient de l'Éthiopie notamment. Et puis toutes les questions de liberté d'expression, bon, les problématiques qui pouvaient viser la gauche israélienne aussi, là, dans les manifestations, les choses comme ça. Donc c'était très, très varié, c'était très axé droit et liberté. Et en fait, l'association travaillait avec des avocats, membres du barreau. Il y avait beaucoup de Palestiniens impliqués dans l'association aussi travaillait pour en fait faire remonter des dossiers principalement devant la Cour suprême israélienne, qui est une Cour suprême très très active là, au niveau juridique. Mhm. Et notre rôle en tant que stagiaire étranger, c'était de travailler, de les aider à faire l'argument de droit comparé en fait. Pour essayer de dire voilà, ça se passe comme ça dans les autres pays. Et donc, il y a beaucoup de recherches pour venir épauler les avocats qui, eux, allaient plaider ensuite les dossiers devant la Cour suprême. D'accord. Et du coup, là, tu travailles à ton compte, tu as ton propre cabinet. Oui. Tu peux faire ton travail en étant voilé. C'est l'avantage de travailler au Canada. Je sais pas si c'est pareil au Québec et au Canada, enfin le reste du Canada. Alors, d'un point de vue légal, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait absolument aucune restriction. Et là, au Québec, le Québec a passé une loi pour limiter en fait le port de signes religieux à certains employés de l'État qui ont une position coercitive, c'est-à-dire notamment les policiers. Et ils ont aussi ajouté les enseignants au niveau primaire et secondaire et certains avocats qui vont représenter l'État.
Donc, par exemple, les gens qui représentent l'État dans les poursuites criminelles. Tous les autres avocats ne sont pas touchés, la magistrature n'est pas touchée à ce stade. Puis c'est drôle parce qu'on se parle aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture du procès de plusieurs semaines pour contester la constitutionnalité de cette loi. Un des procès, en fait, il va y en avoir plusieurs qui vont s'en venir. Donc aujourd'hui il y a plusieurs semaines qui sont prévues pour débattre de la constitutionnalité de la loi. Il y a quand même des chances, je pense, raisonnables de succès parce qu'on est quand même il y a quand même des chartes des droits très fortes ici qui protègent la liberté religieuse, la liberté d'expression et tout ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais au jour où on se parle, le Québec a effectivement limité un petit peu. Moi, ça ne me concerne pas parce que je pratique complètement au privé. Mais c'est récent. Ce n'est pas du tout un objet de débat, à ma connaissance, dans les provinces anglophones, dans le reste du Canada. Donc, ça reste très récent, mais moi, ça ne m'affecte pas à ce stade-là. Donc, en fait, à ce stade, je pourrais très bien être salarié sans que... Enfin, ce serait mon droit le plus strict, là, de le porter également. Ce n'est pas juste parce que je suis à mon compte. D'ailleurs, je l'ai porté pendant que j'étais salariée. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience avec le voile? Parce que du coup, tu venais de la France et en France, bon, comme tu sais très bien, c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec le voile. Ouais. C'est même très, très limité. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler les différences entre la législation en France et au Canada par rapport à ça? Et ça a été quoi ton cheminement avec le voile au Canada? Alors, c'est sûr qu'en France, tout ce qui est secteur fonctionnaire, secteur public, c'est complètement impossible. Ici, il n'y a pas ça. Il y a des médecins qui portent le voile, il y a des agents administratifs qui le portent. Ce n'est pas du tout une problématique. Et ce serait complètement discriminatoire et condamné si la personne se faisait, par exemple, refuser un emploi ou mettre dehors à cause de ça. Ça, c'est très, très clair. En France, normalement, dans le secteur privé, c'est à peu près la même règle. Là. Je sais qu'il y a des espèces de tentatives un petit peu de modifier ça dans certaines circonstances, mais globalement, normalement, dans le secteur privé, c'est aussi un droit. Et malheureusement, tout le monde se comporte tant du côté employeur qu'employé potentiel, comme si c'était plus l'employeur qui faisait une faveur qu'autre chose. Alors, donc c'est sûr qu'on est quand même dans un contexte très, très différent, surtout que, tu sais, à force de ne pas voir de gens qui portent des signes religieux dans certaines professions, eh ben, c'est sûr que ça joue sur le mental inconsciemment. Là. Les gens, les femmes vont, en France par exemple, ne pas s'inscrire dans certains cursus universitaires. Les gens vont se dire, ah, ben, ces gens-là ne travaillent jamais dans ce domaine-là, ou ne seraient pas capables de le faire, ou ne seraient peut-être pas neutres. Alors, ça a beaucoup, selon moi, d'implications hyper négatives sur la société, là, de façon générale, de ne pas avoir cette diversité dans tous les corps de métier. Ici, on a beaucoup moins ça. Même, on va voir comment ça évolue dans les prochaines années, là, parce que les enseignantes, il y avait beaucoup d'enseignantes voilées là, qui ne pourront plus accéder au poste. En fait, les anciennes peuvent encore enseigner, mais elles ne peuvent plus changer d'employeur. Il y a comme une sorte de clause de droit acquis. Alors, on se retrouve, il y a encore des enseignantes voilées en ce moment au Québec, mais les nouvelles ne peuvent pas accéder à la profession, puis celles qui sont en poste ne peuvent pas changer d'employeur. C'est un peu particulier. Là. Donc, après, au niveau mentalité, là, de façon générale, le Québec a quand même tendance malheureusement à suivre les traces de la France, mais on est encore très, 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 très loin de la situation en France. Et même à l'intérieur du Québec, il y a une grosse différence entre les gens qui vont travailler dans un milieu francophone et les gens qui vont travailler dans un milieu anglophone. Il y a beaucoup plus de tolérance et d'ouverture dans les milieux anglophones. Maintenant, moi, mon expérience personnelle a toujours été positive. Je travaille dans un milieu principalement francophone. J'ai fait mon stage dans un bureau d'avocat qui m'a ensuite embauchée. Je ne portais pas le hijab à ce moment-là. Et je l'ai porté en fait quand j'étais déjà avocate, quelques temps après. Et j'ai toujours eu... alors, le milieu juridique n'est pas du tout un milieu très ouvert et très diversifié par rapport à d'autres milieux. Mais moi, personnellement, j'ai toujours été entourée de gens très bienveillants à mon égard. J'ai vraiment été très, très chanceuse de ce côté-là. C'est-à-dire que ça a jamais... Par exemple, j'ai toujours pu faire mes prières au travail sans problème, sans avoir à le cacher. Si je pouvais dire, OK, avant de commencer la réunion, je vais prier, puis j'arrive. Aucun problème, ça n'a jamais été remis en question parce que de toute façon, ça n'a aucune influence sur le travail, comment il est fait, enfin je veux dire, surtout pas avec le genre de travail que je faisais. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup de bienveillance par rapport à ça. Et le jour où j'ai décidé de le mettre, j'en ai parlé à mes employeurs à l'avance, quelques jours à l'avance, et je me rappelle, j'étais quand même un peu stressée. On a beau savoir qu'on est avocat, on a beau savoir que c'est notre droit, on a beau savoir... C'est quand même toujours un petit peu se mettre en avant, là, quelque chose d'assez intime finalement, mais que va falloir assumer publiquement.
Et donc, j'en ai parlé à mes employeurs et mon employeur m'a complètement soutenue. Et je me rappelle que je lui ai dit qu'est-ce qui se passe s'il y a des problèmes avec certains clients. Parce qu'à l'époque, je pensais que ça pouvait peut-être poser problème avec certains clients. Ce n'est pas le cas du tout. Là, on pourra en parler après. Mais bon, à ce moment-là, je me dis qu'est-ce qui se passe là si on a des soucis et tout. Et il me dit, c'est pas grave. Il me dit, tu es beaucoup plus importante que nos clients. Enfin, je veux dire, sur du long terme, c'est toi notre employé, tu travailles avec nous, puis si c'est ça que tu as besoin pour être épanouie, heureuse, eh ben go, vas-y. Et là, je parle d'un homme blanc, pas musulman, enfin voilà, vraiment un gros, gros soutien. J'ai conscience que ce n'est pas forcément le cas partout, mais moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de facilité à ce niveau-là. Et après, quand j'ai décidé de le mettre, donc j'avais des clients que je représentais déjà. Tu sais, par exemple, j'avais pu rencontrer la semaine d'avant, la semaine d'avant pour un truc, puis là, je l'ai rencontré la semaine-là avec le foulard. Et alors, les réactions, en fait, c'était très, très drôle parce que les clients musulmans commentaient, tu sais, ah, machallah, ah, vous êtes musulmane. Enfin, les clients musulmans étaient contents. Et les clients non musulmans, en fait, n'ont rien dit, vont juste continuer comme si de rien n'était. Alors, il y a un énorme, tu sais, il y a un éléphant dans la pièce, là, tu vois. Et les clients n'ont juste rien dit, n'ont pas commenté. On continue comme ça. Tu sais, il y a peut-être eu des choses qui se sont dites là derrière mon dos et tout, ça c'est certain, mais c'était quand même assez drôle de voir que les gens ne se sont pas permis de commenter. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que les gens me rencontrent comme ça, puis tu sais, je commence à être de toute façon connue comme ça, tu sais, même vis-à-vis des juges, des collègues et tout. Tu sais, c'est la transition qui est difficile. La transition est vraiment particulière, là, quand tu dois d'un seul coup t'afficher différemment. Mais aujourd'hui, les gens, les gens peut-être des fois ne savent pas à quoi je ressemble avant de me rencontrer, ça arrive, tu sais, notamment certains détenus, là, tu sais, t'arrives, c'est un peu surprise. J'ai jamais eu de commentaires déplacés ou de gens qui décidaient de pas travailler avec moi ou de choses comme ça. Et ça arrive des fois maintenant, des gens qui, au bout d'un certain temps qu'on les représente, qui sont à l'aise, qui vont faire des petits commentaires. Ah, vous n'avez pas mis votre beau foulard, je sais pas, mauve aujourd'hui, des petits trucs comme ça, mais pas. Voilà, les gens sont très respectueux, se permettent pas de commenter ma vie personnelle, tout simplement. Et puis, un point intéressant, c'est que moi, je travaille quand même avec des personnes très, très vulnérables. Je travaille avec des gens, notamment les demandeurs d'asile, tu sais, je travaille avec des gens qui peuvent, par exemple, demander la protection du Canada parce qu'ils ont quitté l'islam, puis ils sont convertis au christianisme, puis ils sont dans des pays où ça les met en danger, où leur famille veut les met en danger. Je représente des gens qui sont en danger à cause de leur orientation sexuelle. Et en fait, ça n'a jamais posé problème. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait vraiment qu'ils se sache plus, parce qu'au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, tu sais, dans les rapports quotidiens réels des gens, tout le monde est capable de faire la part des choses. Et en fait, tout le monde est capable de reconnaître tu sais, le respect qu'il peut y avoir entre deux êtres humains et puis la compétence aussi de l'avocat qui va te représenter. Et ça, c'était vraiment une très belle surprise pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, ça n'empêche pas les gens de me faire confiance. Et avec certains clients, j'en ai même discuté après un certain temps parce que la relation était vraiment devenue presque amicale. Ouais. Et oui, ils m'ont dit, ça n'a pas été quelque chose. Tu sais, je voulais voir. Souvent, les gens vont me dire, on m'a recommandé. On m'a dit que vous étiez quelqu'un d'honnête, quelqu'un de respectueux et tout. Et puis, ou sinon, les gens ont dit, mais tu sais, genre, je vois bien que tu es une personne qui me respecte, là. Et je sais, et les gens qui vont venir de pays où il y a des conflits, qu'on appelle des conflits religieux, mais qui sont en réalité des conflits politiques, là c'est absolument pas un problème parce que les gens font complètement la part des choses. Je veux dire, il n'y a pas un Syrien chrétien qui m'a un jour dit ah ouais, mais les musulmans, tu sais, non, tous les gens savent très bien quand ils viennent de ces pays-là avec des grosses tensions politiques que c'est avant tout politique. Là, la religion, c'est juste, ça va être comme les gens vont se faire étiqueter là quand ils appartiennent à un certain groupe, mais c'est beaucoup plus politique que religieux. Et les gens le savent, donc c'est pas du tout. Ils n'ont aucun problème à arriver ici à travailler avec quelqu'un qui est musulmane voilée, absolument pas en fait. Et ça, c'était des très très belles surprises. Après, au niveau des juges, j'ai des fois j'ai pas eu de gros problèmes. J'ai des petites anecdotes qui reflètent que les gens ne s'attendaient pas à ce que ça soit moi, Maître Bellefleur. Mais contrairement à d'autres collègues peut-être plus racisés, là, des collègues noirs ou des collègues arabes, c'est sûr que moi, malgré que je porte le hijab, je continue de m'appeler Bellefleur et puis je continue d'être blanche. Alors, je ne vais jamais être soumise à des discriminations multiples. Donc ça,
sais, quand je parle de mon parcours positif, là, il faut aussi en avoir conscience quand même. J'ai des collègues qui ont eu des remarques un peu bizarres, là, tu sais, genre de représenter quelqu'un en criminel, puis accusé de violence conjugale, et puis de se faire dire, Madame, les victimes ne sont pas acceptées dans la salle. Ouais, c'est parce que je suis l'avocate de monsieur, je ne suis pas la victime, tu sais. Il y a les perceptions, genre de la femme voilée, Ouais. c'est forcément la victime dans le dossier de violence conjugale. C'est grave ça. Ouais, moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai des anecdotes assez drôles de juges qui vont, par exemple, penser que je suis l'avocate de la défense alors que je suis en demande juste parce que l'avocate de la défense est là un nom libanais. En l'occurrence, Oui. j'avais eu un dossier où il y avait deux avocates qui représentaient le gouvernement, qui avaient chacune un nom à consonance étrangère, puis moi. Mm. Puis il faut comprendre que dans la salle de cours, on s'installe toujours aux mêmes places. Hein. En demande, on se met à droite, en défense, on se met à gauche. Et là, le juge, et en demande, on commence toujours à parler en premier. Et là, le juge parle à mes collègues, donc qui représentaient le gouvernement, et puis commence à leur dire, alors j'aimerais ça vous entendre parler plus de ce point-là. Il donne des petites instructions, mais qui me concernent moi, en fait. Et là, je vois ma collègue, je vois les avocates, j'en vois une des deux qui me regarde, tu sais, l'air de dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le juge nous parle à nous et nous regarde nous? Et là, j'avais dû intervenir en disant, est-ce que, Allô? est-ce que c'est pour moi les instructions? Et là, j'ai vu le juge qui, littéralement dans ses yeux, qui a dû se dire merde, je suis trop con, quoi. Clairement, tu sais, j'ai vu qu'il a fait un petit sourire et il a dit ah oui, oui, Maître Bellefleur, tu sais, puis ah oui, c'est vous. Ça arrive moins souvent parce qu'après, tu te représentes souvent devant les mêmes tribunaux, puis Oui. les gens te Ils te connaissent. reconnaissent. C'est l'avantage aussi. Hein. Une fois que quand tu t'appelles Bellefleur puis que tu as un foulard, une fois que tu es allé une fois devant un juge, il va se rappeler de toi en général. Mais c'est ça, moi, c'est des petites anecdotes cute, quoi. J'ai pas eu de problème, on va dire. Alhamdoulilah. Tu as parlé du fait que tu disais que tu n'avais aucun problème à dire à tes collègues, enfin, plus maintenant que tu es tout seul, mais avant, euh, genre, tu vas pas avoir une réunion de dire que tu vas prier puis que tu les rejoins, ce genre de choses. Ça peut être des choses qui, parfois, même si les gens savent qu'on est musulman, les gens essayent de cacher parce que soit ils ont peur des réactions, ou soit ils se disent qu'ils veulent pas, ça fait partie de leur intimité, qu'ils veulent pas le dévoiler. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, toi? C'est sûr que c'est pas facile, mais honnêtement, tu sais, faire les prières sans le dire, c'est une gymnastique tellement difficile, là. Je veux dire, Hmm. tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé de prier dans des cages d'escalier, dans d'autres contextes, là, mais c'est stressant, là. T'as toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive, t'as toujours... Tu sais, Hmm. c'est pas... c'est vraiment... Ça amène une complication dans la vie, il faut reconnaître, très, très difficile. Euh, moi, après, là, je dis ça en ayant conscience que, tu sais, là, j'ai le droit qui est clairement de mon côté, j'ai une position sociale, j'ai un statut social aussi qui me permet d'être plus, S'imposer. ouais, de m'imposer plus. Ça joue beaucoup aussi. Mais moi, je me dis toujours, tu sais, je vais faire les choses la tête haute, là. C'est-à-dire que tu sais, je suis qui je suis comme je suis. Par exemple, quand j'ai fait mon site internet, il y a des gens qui m'ont dit, ah, est-ce que tu vas mettre une photo de toi voilée? Je suis comme, ah, mais oui, mais carrément. Et d'ailleurs, je suis partout, tu sais, tu vois ma tête partout parce que c'est pas parce que je suis genre complètement narcissique, c'est parce que, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose que je me dis, il faut vraiment y aller la tête haute et il faut s'assumer pour ce qu'on est. Et si la personne n'est pas capable de reconnaître ta valeur de toi en entier, c'est problématique et c'est pas le genre de personne avec qui tu veux collaborer nécessairement. Mais c'est pour ça que je disais aussi que le statut social joue, parce que c'est sûr que quand tu es dépendant d'un employeur au salaire minimum, tu n'es pas du tout dans la même situation. Puis je ne me permettrais pas de juger là, quelqu'un qui préfère, comme mettons, pas prier au travail et puis faire tout ça le soir tranquille chez lui. La situation n'est pas du tout la même. Il faut aussi en avoir Hmm. conscience. Là. Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je parle pour le cas des personnes qui ont aussi un statut social et qui pourraient s'imposer, mais qui ont quand même cette notion de comment ils vont me juger, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est important de pouvoir s'imposer. C'est pas facile, mais, euh, mais c'est Non, c'est pas facile. important. C'est clairement pas C'est facile. important. Et plus c'est fait tôt, par expérience, plus c'est fait tôt et plus Oui, c'est facile. plus c'est fait tôt, puis je dirais peut-être de le faire, tu sais, quand tu as un changement de vie, quand tu arrives dans un nouvel emploi, pour les plus jeunes, Hmm. là, quand tu changes d'école, quand tu arrives à l'université, tu sais, quand tu vas arriver dans un nouveau milieu avec nouvelles personnes, OK, voilà, c'est moi. Ils te rencontrent comme ça. C'est tellement plus facile c'est la partie transition qui est hyper difficile, en fait. Oui. Chaque nouvelle personne, tu vas avoir la conversation et tout, là, quand tu mets le hijab, par exemple, que ça devient tout d'un coup super visible. La partie transition, là, est vraiment, il faut s'accrocher. Mais après, maintenant, là,
j'y pense même plus, en fait. Tu sais, je veux dire, Ouais. les gens te rencontrent comme ça, puis sûrement que les gens parlent un peu, là, c'est pas grave. Je veux dire, ça n'a pas d'impact dans mon quotidien à moi, quoi. C'est clair. Je voulais parler un peu de ton rôle dans la défense des individus qui sont en prison. J'ai déjà eu ces débats un peu avec ma femme et avec d'autres personnes qui est avocate sur le fait du clash des valeurs, en fait, le fait de défendre des personnes qui sont déjà condamnées. Et est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu as déjà enfin, eu affaire à ce genre de remarques? Je sais pas, j'ai un exemple, par exemple, une personne qui est condamnée pour, je sais pas moi, pédophilie, qui est condamnée à X années de prison, et qu'en islam, et même sans parler de l'islam de manière générale, c'est pas quelque chose que, de toute façon, Puis sur lequel acceptable. qui est acceptable, voilà. Est-ce qu'il y a un conflit à ce niveau-là? Alors, en fait, moi, je me suis jamais sentie en conflit. Bon, premièrement, parce que il y a quelque chose, je pense, en islam qui est très important, c'est l'idée de justice. Et l'idée de justice, c'est vraiment pour chaque être humain. Et quand on regarde, quand on est impliqué, là, en fait, dans ces questions de criminalité et tout ça, on se rend compte qu'il y a toujours... moi, je me rends compte que les gens qui vont basculer dans la criminalité, il y a toujours un contexte, il y a toujours un parcours qui fait que la personne en arrive là. Et là, quand je dis ça, c'est pas dans le sens de déresponsabiliser totalement l'individu, mais c'est faux aussi de dire que c'est entière responsabilisation de l'individu. Il y a des problèmes de société très graves, très ancrés dans le système, qui font qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans la criminalité ou qui ont des problèmes de santé mentale, qui vont pas avoir l'aide dont ils ont besoin. La précarité, etc. Alors, il y a toutes sortes de situations et on le voit dans les dossiers. Le mal, entre guillemets, là, arrive pas de nulle part. Jamais. J'ai jamais vu un dossier où je me dis, je comprends pas pourquoi tout d'un coup cette personne a fait ça. Il y a toujours un historique, il y a toujours une histoire derrière. Et moi, par exemple, je vais représenter, dans mes dossiers d'immigration, je représente beaucoup de personnes victimes de violences conjugales, victimes de trafic d'êtres humains, victimes de choses vraiment assez horribles. Et en carcéral, je peux me retrouver à représenter des gens qui sont accusés de ces mêmes infractions-là. Et je n'y vois aucune contradiction en fait. Pour moi, c'est deux revers du même problème de société en fait. Ultimement, on veut tous que ce problème de société disparaisse. Puis moi, tu sais, quand je vois des faits divers à la télé, tout ça, ou des choses là des crimes horribles, je vais avoir le même réflexe que n'importe qui. Tu sais, ça va me toucher, ça va m'affecter. Tu sais, moi aussi, j'ai des jeunes enfants. Comme n'importe qui, je veux dire, les avocats qui travaillent avec des personnes détenues ou accusées ou criminelles, c'est jamais une défense du crime en lui-même, ça c'est très clair là. Maintenant, les gens disent, mais comment tu peux quand même travailler avec ces personnes-là? Mais en fait, c'est très facile. C'est parce que, premièrement, une personne ne se résout pas à son crime. Une personne peut évoluer. Et puis, tu sais, quand on travaille en carcéral, on est vraiment la partie où on va essayer de trouver la solution. C'est comment on va faire pour que tu sortes et que tu récidives pas? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour éviter de retomber, soit en termes de suivi thérapeutique, soit en termes de soutien de gens, de tes proches qui vont t'aider. Comment tu vas t'organiser là pour pas retomber là-dedans? Euh, c'est sûr qu'il y a des gens là, ils sont peut-être rendus trop loin dans les problèmes de santé mentale ou dans la criminalité pour peut-être que ça fonctionne un jour là, mais qui on est pour le dire là, tu sais, on Ouais. sait pas là comment la vie des gens va évoluer. Et je me dis toujours cet aspect de justice là qui est vraiment fondamental à la question de l'islam, c'est pas c'est souvent, la justice, c'est souvent les gens qu'on va oublier dans la société. C'est souvent là qu'il va y avoir les abus les plus grands. C'est tellement important qu'il y ait des gens qui surveillent ce qui se passe dans les prisons, qu'il y ait des agents extérieurs à la prison qui rentrent dans les prisons pour savoir ce qui s'y passe, pour pouvoir dénoncer quand il y a des abus, puis pour travailler avec ces gens-là que la société va rarement, rarement travailler avec. Pourtant, ils font partie de la société. Je veux dire, c'est des êtres avec qui on est amené à cohabiter là, de la même manière que n'importe qui d'autre. Et pour moi, c'est extrêmement important en fait d'aller, de ne pas se limiter dans l'aide qu'on peut apporter pour qu'il y ait plus de justice. Et ultimement, là, si tout le monde fait bien son travail à tous les niveaux, on devrait aller vers moins de criminalité. Malheureusement, moi, je me sens souvent comme si j'arrive en bout de ligne très, très tard, et puis je fais un peu limiter les dommages, mais c'est sûr que les problématiques, on le sait, il y a des études, les problématiques de criminalité, si on mettait les ressources en amont, dans les programmes sociaux appropriés, la criminalité, il y en aurait beaucoup moins. Et les problèmes de criminalité peut-être 80% des problèmes seraient résolus si on avait une société plus juste dès le départ. Alors c'est sûr que moi, en fait, c'est une sorte de contradiction là de travailler
travailler comme ça, mais c'est pas contre mes valeurs. Quand je dis contradiction, c'est une contradiction apparente. Je lisais un article l'autre jour qui disait comment on peut être un article là, concernant le mouvement pour définancer la police et tout ça, puis mettre fin au système carcéral tel qu'on le connaît. Il disait comment on peut être anti-système carcéral, puis à la fois, par exemple, se réjouir quand une personne connue là, est finalement condamnée à plusieurs années de prison pour viol, par exemple. Hein, les personnes du monde du cinéma et tout ça. Comment la même personne peut dire je veux l'abolition des prisons parce que c'est pas un bon système, c'est pas un système qui fonctionne, et puis à la fois ah c'est bien cette personne-là, la justice a finalement donné raison aux victimes puis a condamné cette personne, je sais pas, à 8 ans de prison, mettons. C'est une contradiction apparente, mais c'est parce qu'on est dans un système à l'heure actuelle où ultimement, ce qu'on voudrait profondément, c'est que cette personne-là, elle se soit jamais rendue à commettre ces viols, tu vois. Donc, mais si tu as un système qui est plus juste dès le départ, à tous les niveaux, après, et c'est ça tous les mouvements de définancer la police, abolir les prisons, c'est de dire enlever l'argent dans l'aspect répressif, puis venez le mettre en amont pour qu'on ait une société plus juste, pour que ces gens-là n'aient pas de fragilité aussi grande qu'ils vont tomber dans la criminalité. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas, je le vois jamais comme un terme d'excuse et tout ça, mais je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de réhabilitation, des gens qui sortent de prison, et qu'on met tellement l'emphase sur l'individu, alors que l'individu, il est quand même tout seul face à un système qui est complètement dysfonctionnel. Et toujours en revenant à cette idée de justice, enfin, je veux dire, c'est le cœur même de l'islam pour moi, cette justice entre les humains à tous les niveaux, en fait. Et donc, j'ai l'impression quelque part de faire un petit peu ma part quand je travaille en carcéral notamment, même si j'ai bien conscience que c'est très tardivement dans le processus et je dois quand même jouer dans un système avec les règles du jeu du système qui ne sont pas toujours adéquates, là, malheureusement. Moi, ce qui me fascine dans ce métier, et je trouve ça fascinant en fait, parce qu'on va prendre, disons, une personne qui est un homme qui a violé une femme, par exemple. L'information juste comme ça, on pourrait se dire, ok, cette personne, elle est affreuse, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça, elle mérite de passer perpète en prison ou passer une grosse peine en prison. Mais l'avocat, dès qu'il va parler avec son client, cette personne, elle va commencer à fouiller dans sa vie, elle va se rendre compte que peut-être il a grandi dans une famille où lui-même il subissait des violences, peut-être qu'il a subi des accidents où lui-même subissait des attouchements à répétition, qui se faisait victimiser à l'école, qui vivait dans une famille très pauvre, etc., etc. Et en fait, on ne peut pas juste comparer un viol, on ne peut pas juste dire qu'une personne est juste un violeur en notant tout le contexte qu'il y a autour et mettre la même peine à tout le monde, en fait. Chaque cas est différent et chaque cas a un contexte qui permet de défendre plus ou moins bien son dossier. Après, c'est sûr qu'il faut aussi faire attention, tu sais, par exemple, en tant qu'avocat, surtout avec les populations avec lesquelles on travaille, faire attention à ce qu'on appelle le traumatisme secondaire, c'est-à-dire que ça se peut qu'il y ait des dossiers, des histoires, des types de criminalité qui viennent te chercher puis te toucher un peu plus, puis peut-être qui t'affecteraient trop pour que tu sois capable de travailler sur ce dossier. Puis ça va pas être les mêmes pour chaque personne. Tu sais, moi, par exemple, dans mes dossiers de demande d'asile, les gens qui sont séparés de leurs enfants pendant très longtemps, sans savoir quand est-ce qu'ils vont les revoir, ça vient me chercher énormément. J'ai déjà une cliente qui me montrait les photos de ses enfants, puis là, elle arrive au petit dernier qui a 2 ans, puis elle se met à hurler, mais de douleur, là, dans mon bureau, parce qu'elle me dit, il ne sait plus qui je suis, il ne m'appelle plus maman. Ça faisait 10 mois qu'elle était partie chez elle, elle avait dû les laisser ses enfants. Et ça, c'est des choses, objectivement, c'est peut-être pas le pire. Là, je veux dire, on deal avec des histoires de torture immonde, enfin des trucs. Mais selon ton parcours, selon ta situation personnelle, il y a des choses qui vont vraiment venir te chercher. Et je pense que quand tu travailles avec des personnes accusées au criminel, en tant qu'avocat, on a le choix aussi d'accepter ou de refuser certains mandats. Puis je pense que c'est correct aussi si une personne a une sensibilité particulière à l'égard d'un certain type de criminalité. Il ne faut pas non plus se mettre soi-même dans une position où on va se détruire là, parce que ça va être trop difficile à gérer. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose là qu'il faut avoir conscience. Puis selon moi, c'est correct aussi. Après, quand on parle des prisons, il n'y a pas non plus juste. Il n'y a pas non plus juste des délinquants sexuels en prison. Il y a beaucoup de criminalité là qui est vraiment, vraiment liée à la précarité sociale. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en prison à cause de ça. Il y a des gens aussi, des fois, qui ont un parcours qui vont aller jusqu'à 40, 45 ans.
sans criminalité, parcours normal, parcours de vie normal. Et puis là, il va se passer un événement dramatique dans leur vie qu'ils ne vont pas réussir à gérer. Par exemple, la perte d'un enfant ou un grave accident. Ils vont tomber dans la drogue, après ils vont tomber ils vont commencer à dealer, après ils peuvent tomber dans de la criminalité très très violente très rapidement en fait. Et ça, c'est des gens, c'est des monsieur, madame, tout le monde là, la majeure partie de leur vie, puis tout d'un coup ils tombent dans la grande criminalité. Et moi, je me rappelle que quand j'étais au Génépi, la directrice de la prison de Besançon, parce qu'on avait une petite formation en fait avant d'intervenir avec les détenus, elle nous avait dit en fait ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver en prison. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui et je pense que ça c'est très vrai. Personne n'est à l'abri d'un dérapage dans sa vie, d'un dérapage quelconque qui peut aller très vite et qui peut faire qu'il se retrouve en prison. Et je pense que ce serait très orgueilleux de penser qu'on n'a rien à voir avec ce milieu-là sous prétexte qu'on n'y aura jamais affaire. Soi-même, on peut se retrouver très vite en prison. Nos enfants peuvent se retrouver en prison. Nos proches peuvent se retrouver en prison. Quand on va en prison, là, ça brise le cœur de voir les familles là, qui vont au parloir en même temps pour, tu sais, des fois avec des bébés dans les sièges auto, là, des tout petits bébés, là, les sièges auto qui sortent de la voiture, des enfants là, qui viennent. Enfin, je veux dire, c'est tout un monde là qui est puni quand on met une personne en prison. Là. Les gens qui restent à l'extérieur, c'est très, très, très difficile pour eux aussi. Et puis, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et je pense que, mettons un peu cette espèce d'orgueil bien pensant de côté, de dire, moi, je ferai jamais rien de mal, d'aussi grave qui me permettent d'aller en prison. La réalité, c'est que, ben, oui, peut-être, là, je veux dire, je te le souhaite, comme beaucoup de personnes. Comme de même, il y a plein de personnes qui ont des vies très, très difficiles et puis qui vont jamais tomber dans la criminalité, ou qui ont vécu beaucoup d'injustices, qui vont jamais tomber dans la criminalité. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus résilients, il y a des gens qui vont faire d'autres choix, mais on le sait pas, on sait pas, on est vraiment pas à l'abri de ça. Et moi, c'est quelque chose que je me rappelle. Vraiment, c'est quelque chose qui m'aide à travailler aussi dans ce domaine-là. C'est que c'est pas vrai là qu'il y a eux et nous là. On n'est Mhm. pas deux catégories d'humains là séparées comme ça. C'est pas vrai. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai vu aussi dans ton LinkedIn que tu as été impliqué dans certaines associations, notamment la CAM, qui est, si tu peux me rappeler, Alors, oui, la CAM, c'est l'Association canadienne des avocats musulmans. est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et aussi oui, enfin, de t'implication avec les associations et puis en particulier avec les associations musulmanes? C'est ça. Alors, la CAM, en fait, c'est un regroupement d'avocats qui s'auto-identifient musulmans. C'est une association qui existe depuis les années 90, mais on a plus créé et développé la section Québec il y a quelques années. Et je faisais partie du groupe d'avocats qui ont en fait monté la section Québec et je l'ai présidée pendant 3 ans. Euh, c'est juste pour clarifier, là, ici en Amérique du Nord, ça se fait beaucoup de se regrouper par appartenance ethnique ou religieuse pour, quand il y a un intérêt au niveau de la défense des droits sur certains sujets. Il y a une alliance des avocats chrétiens, il y a une association des avocats juifs, il y a toutes sortes d'associations d'avocats. Il y a les avocats noirs, les avocats sénégalais. En tout cas, c'est quelque chose de très mainstream. Mhm. C'est pas quelque chose qui est mal vu. On a été invité à se prononcer en commission parlementaire sur certains projets de loi qui touchaient particulièrement la communauté musulmane. On est accepté comme intervenant dans certains dossiers devant la Cour suprême. Donc voilà, il y a vraiment un respect de ces institutions-là. Simplement, des gens qui se regroupent du fait d'une communauté d'intérêt pour s'attaquer à certaines problématiques là. En l'occurrence Mhm. juridique, parce que c'est une association d'avocats, puis aussi de développer tout l'aspect mentorat, soutien à l'intérieur de la communauté, puisque effectivement, comme la communauté juridique n'est pas forcément très diversifiée, c'est aussi important là, d'aider les gens qui se retrouvent en minorité au sein de cette communauté. Et ce que je trouvais intéressant avec la CAM, en fait, ça a été une expérience de leadership très, très formatrice pour moi. Parce que, en fait, un petit peu à l'image de la communauté musulmane ici au Québec, les membres de la CAM venaient de backgrounds très, très, très diversifiés. C'est-à-dire que c'est un pays d'immigration constant, puis de toutes les parties du monde. Alors, il y a vraiment, il y a des gens qui viennent de pays anglophones ou francophones, il y a des gens qui sont nés ici, il y a des gens qui viennent d'arriver, toutes sortes de, d'appartenance religieuse à l'intérieur même de l'islam, sunnite, chiite, etc. Toutes sortes de niveaux de pratiques religieuses. Alors, moi, je me suis retrouvée à gérer
cet organisme avec des gens qui voulaient contribuer pour la cause, même quelques personnes pas musulmanes là, qui sont actifs au sein de l'association. Mais comme je disais, simplement sur le principe de l'auto-identification, on se dit, OK, on a des intérêts en commun, on a des problématiques en commun, on veut aider la communauté. Après, chacun avec des points de vue très, 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 très diversifiés et en plus des avocats. Alors, juste comme les avocats aiment bien s'écouter parler, on n'a pas peur de la confrontation, un petit peu grande gueule et tout. Alors, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment une expérience de leadership hyper intéressante parce que j'avais des gens en face de moi euh, qui étaient avec des grosses forces de caractère Charismatique. et en même temps un groupe très, très hétérogène. Et puis, s'il y a des collègues de la CAM qui m'écoutent, là, je dis vraiment ça en toute amitié parce que ça a été une superbe expérience. Mais c'est sûr que, tu sais, des fois, on se dit, oh, tu as une association musulmane, ben, c'est bon, tout le monde pense pareil et tout. Non, c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment typiquement un milieu très hétérogène. Et je suis très, très fière de la CAM parce que toujours en se raccrochant à une idée de justice, de droit, de questions de droits fondamentaux, on se retrouve toujours sur une même... on arrive à se retrouver au niveau des prises de décision et tout ça, malgré que c'est un organisme très, très hétérogène finalement. Et on arrive à travailler d'une belle façon à l'intérieur de cet organisme en incluant vraiment des gens de toutes sortes de backgrounds différents. Et c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu à l'image de la communauté musulmane au Québec. Tu sais, les mosquées ici, par exemple, il y a des mosquées qui vont être plus francophones, plus anglophones. Il y a des mosquées, je suis sunnite chiite aussi, pardon, mais je veux dire, le clivage, il n'est pas si marqué que ça. Les gens vont et viennent là entre les différents organismes. Les gens se mélangent aussi dans les différents organismes pour intervenir sur les questions sociales et tout ça. Puis bon, voilà, c'est ça. Il y a des problématiques comme partout ailleurs, là, mais c'est peut-être un défi, c'est peut-être pas un défi, mais un portrait très différent de la communauté musulmane en France. C'est qu'ici, il y a vraiment des gens d'origine vraiment, vraiment très variée. Et puis, le niveau d'éducation de la communauté musulmane ici est beaucoup plus élevé qu'en France. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, les Maghrébins ici, il y a des statistiques, là, je ne dis pas ça juste comme ça, là, sont des gens plus qualifiés, en fait, que la moyenne. Tu vois, ça, c'est lié à l'immigration économique qu'il y a le Québec ou le Canada qui sélectionne ces immigrants. Mais ça fait au final que dans la communauté musulmane, on a plus de problèmes de surqualification qu'autre chose, en fait. Il y a des problèmes d'intégration au marché du travail liés au racisme et tout, et il y a des problèmes de surqualification. Donc, ça, c'est très différent quand même au niveau de les interactions avec la société en général. Est-ce que ça aide à se faire plus respecter ou à se faire plus considérer? Je pense qu'en partie, oui. Ça fait pas tout, mais quand tu as un petit peu plus, quand tu maîtrises un petit peu plus les règles du jeu là, dans certaines sphères de la société, et quand tu es capable de donner le change euh, de façon vraiment compétente, etc., c'est sûr que les gens d'une manière ou d'une autre, vont quand même te respecter et puis interagir avec toi d'une autre manière. Là. C'est clair que les imams qui vous représentent, j'imagine que c'est pas les mêmes que ceux qui nous représentent en France métropolitaine. J'irai pas trop aussi loin. On a le même genre de problématique à ce niveau-là. D'accord. Ok. On n'a pas besoin de trop élaborer là-dessus. On va pas élaborer. Je vais pas en dire plus. Ok. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle un peu un peu plus du Canada, de la vie au Québec. Parce qu'il y a énormément d'immigration, cette fois-ci plus pour le travail, qui cherchent un peu à soit du dépaysement ou un pays où ils soient plus épanouis qu'en France. J'imagine que tu en croises assez souvent, ce genre de personnes qui sont venues de la France ou d'Afrique du Nord. Oui, il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français au Québec. C'est sûr que comparé à la France, c'est une société qui est quand même, le Québec est quand même une société beaucoup moins crispée, là, beaucoup moins polarisée. Mais comme je disais, ça commence malheureusement un petit peu, le débat commence un petit peu à ressembler à ce qu'on voit en France de façon très, très, beaucoup plus douce pour l'instant. Mais j'ai quand même, moi, des amis qui sont partis du Québec pour aller dans les provinces anglophones parce qu'ils trouvaient que le climat social commençait à se détériorer beaucoup trop, disons, les 10 dernières années, là.
depuis que je suis arrivée finalement. J'espère que c'est pas lié. Moi, c'est sûr qu'en venant de la France, je trouve encore que c'est un peu, c'est encore facile là ici. Puis j'espère que c'est peut-être juste une phase et puis que ça va se replacer. Euh, mais c'est sûr qu'on est quand même dans un système qui est beaucoup plus relax à bien des égards, par rapport à la question notamment du port des signes religieux, par rapport au respect de ce qu'on est en tant que personne en portant un signe religieux. Et après, tu sais, même au niveau le milieu du travail est très différent. C'est sûr, moi, j'ai jamais vraiment en tant que tel travaillé en France, mais j'ai quand même des amis qui travaillent en France, j'ai fait des stages et tout ça. La hiérarchie, là, est pas aussi marquée ici. La hiérarchie dans le monde du travail au Québec, tu peux pas être un boss, là, qui va vraiment vouloir marquer son pouvoir sur les autres et tout ça. Non, tu dois collaborer avec les gens. Les dispositions anti-harcèlement sont quand même les dispositions législatives sont quand même assez fortes. Il y a des choses qui se disent dans le milieu du travail en France qui ne passeraient absolument pas ici. Il y a beaucoup moins de sexisme. Puis là, je dis ça alors que je peux très bien dénoncer le sexisme et le harcèlement qu'on voit sur le milieu du travail ici, mais c'est parce que c'est tellement pire en France de ce qu'on entend et tout ça. Et C'est incomparable. malheureusement, alors c'est pas dans le sens où le Québec est une société merveilleuse où tout va bien. Il y a beaucoup de problématiques aussi, mais c'est sûr qu'on n'est pas rendu au même niveau. Euh, et après, par contre, encore une fois, comme je disais, il y a une différence entre le Québec et le reste du Canada, les provinces anglophones, où là, on voit vraiment une différence beaucoup plus flagrante, en fait, au niveau tolérance, au niveau ouverture d'esprit, puis au niveau, c'est un peu lié à l'individualisme aussi, l'individualisme dans le bon sens, tu sais, genre, je m'occupe de mes affaires, tu vis ta vie comme tu veux, puis voilà, tant que ça ne me dérange pas, je viens pas m'impliquer dans tes choix de vie personnels. C'est plutôt facile d'émigrer au Canada ou il y a des C'était secteurs qui sont plus facile. intéressants? C'était facile il y a 10 ans. Maintenant, immigrer dans le reste du Québec, ça reste une option relativement possible. Au Québec, ils ont mis des quotas dans beaucoup de choses. C'est beaucoup plus long. Donc, ça devient un peu plus difficile, mais ça fonctionne toujours avec un système de points, en fait, pour venir directement comme résident permanent. Donc, c'est sûr qu'une personne jeune qui parle français, qui est diplômée, normalement, il se qualifie. Après, maintenant, comme il y a des quotas, il faut qu'il y ait de la place, là. Donc, c'est un petit peu différent. Il y a des secteurs où il y a des grosses pénuries de main-d'œuvre. Souvent, les gens-là vont peut-être arriver d'abord avec un contrat temporaire, puis après s'installer. Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre en droit chez les avocats. S'il y en a qui se posent la question, il y a beaucoup d'avocats au Québec. C'est un marché, je pense qu'il y a des études là, c'est assez difficile pour les jeunes avocats de 1, 2, 3 ans de pratique là. Mais oui, il y a des domaines avec des grosses pénuries de main-d'œuvre. Après, c'est ça, comme le Québec en tant que tel a beaucoup compliqué les démarches administratives pour venir s'installer. Donc, c'est un peu plus compliqué que quand moi je suis venue il y a 10 ans, c'était vraiment facile. D'accord. On parle souvent du climat aussi là-bas. Alors voilà, aujourd'hui on est le 2 novembre et il neige. Donc s'il a neigé là, c'est pas la grosse tempête de neige là, mais il a neigé pour la première fois de la saison. Alors oui, l'hiver est long. C'est pas Montréal, après c'est pas le grand nord du Québec non plus. Euh, donc il fait froid, mais c'est surtout que c'est long en fait. C'est surtout que l'hiver est long. Tu sais, moi j'aime beaucoup l'hiver, là je fais des sports d'hiver et tout ça. Mais à la fin du mois d'avril, quand t'as encore de la grosse neige qui tombe à la fin du mois d'avril, t'en peux plus. Ouais. Vraiment, t'en peux plus. C'est déprimant les journées Ici, courtes. voilà, les journées courtes, le manque de lumière, c'est difficile. Euh, après, ben, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'hiver pourtant. Ça ne me dérange pas l'hiver en tant que Ouais. tel, mais c'est quand même long. Il faut quand même avoir ça en tête. Surtout si les gens veulent en plus s'installer plus au nord que Montréal, parce que l'hiver est encore plus long et plus froid. Mais bon, après, après, quand tu travailles, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'hiver ici. Et puis, si tu vas de chez toi au métro, il y a des gens qui sortent pas beaucoup l'hiver et puis ça passe, quoi. Ouais. C'est pas non plus la fin du monde, mais il faut quand même en avoir conscience, là. S'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas le froid du tout, ça peut l'hiver descendre jusqu'à -40 dans certaines périodes. Puis, ben, tu sais, même au niveau vie Moins familiale, 40. là, quand, J'arrive même pas à m'imaginer -40. quand tu as des jeunes enfants, il faut les habiller tous les matins comme si tu allais au ski, en fait, hein. Ils s'habillent avec Hmm. des habits de neige, là. Alors, c'est fatigant. Des fois, t'arrives au travail, tu sais, t'en peux plus déjà parce que tu as dû habiller tout le monde qui hurlait parce qu'ils avaient chaud. Et puis, après, tu Hmm. vas dans le métro. Après, c'est assez sportif là, d'avoir des jeunes enfants dans ce contexte-là.
Mais à part ça, je veux dire, c'est tout à fait... ça reste agréable parce qu'il y a quand même plein d'activités hivernales qui se font un peu partout. Si tu aimes l'hiver, tu vas vraiment pouvoir en profiter. Là. Il y a de la neige quand même. Ouais, avec le C'est travail à la maison, c'est beaucoup plus. Je sais pas si Oui, vous c'est êtes plus confiné facile. maintenant. On est limité, on n'est pas confiné complètement. Ouais, Mais oui, il y a des restrictions. Puis moi, je travaille souvent de la maison aussi, dans tous les cas. Là, j'aime bien. Mais ouais, c'est pratique. ouais, c'est sûr que ça facilite. Cool. Pour terminer, c'est une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais des livres, des bouquins à nous conseiller, des podcasts, un documentaire, n'importe quoi qui t'a marqué? Ok, j'ai pas trop fait mes devoirs avant, mais par contre, je peux parler tout de suite d'un livre que je viens de terminer. Ouais. Un roman, en fait, une fiction Mhm. qui s'appelle, le titre en français, c'est No Home, et le nom de l'auteur m'échappe. C'est un roman, en fait, c'est une fiction qui suit les trajectoires d'une famille depuis la période avant la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Alors, une famille qui va rester en Afrique, puis une autre qui va être en fait les descendants des esclaves sur le continent américain. Et je trouve que c'est une fiction, mais qui explique tellement bien les notions de traumatisme intergénérationnel, de racisme systémique, qu'aborde un petit peu les luttes qu'il peut y avoir entre blancs et noirs quand ils se retrouvent dans la même lutte de classe sociale, mais que ce sera quand même jamais pareil parce que Mhm. les personnes noires vont quand même être soumises à d'autres types de discrimination systémique. Ouais. En tout cas, c'est une fiction, là, puis c'est vraiment pas aussi intello que ce que ça en a l'air quand j'en parle, mais qui explique vraiment très, très bien ces concepts juste en racontant une histoire. Donc, ce livre-là, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais. Puis pour le reste, je sais pas, il faudrait que je pense. Là, je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses tout le temps. Euh, je T'écoutes des sais pas. podcasts? J'ai trouvé le nom Euh, l'auteur du livre, ou l'auteuse, je sais pas oui, si c'est c'est une une femme. femme, ouais. Oui, Ouais, c'est une femme. Ia Gyasi, je crois. Ia Ouais, Gyasi. c'est ça, c'est elle. Je mettrai en description. C'est ça. Si j'ai d'autres idées, je pourrais les mettre là. Au niveau des podcasts, en fait, moi, j'aime vraiment beaucoup le droit. Fait que j'écoute des podcasts juridiques, là, en droit de Ouais. l'immigration, tout ça. J'écoute des podcasts, le podcast aussi Fleur d'avocat, qui est en France, qui est parcours Mm. d'avocat francophone. Euh, mais c'est ça, j'ai comme, je reste beaucoup en fait je m'abreuve beaucoup d'informations juridiques. J'aime vraiment ça, j'aime vraiment être, tu sais, savoir trouver les façons de faire bouger les choses, d'arriver à trouver des pistes de solutions. Fait que Ouais. je m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup écouter des gens là, qui ont d'autres parcours et puis qui vont vraiment booster, donner l'énergie nécessaire là pour tu sais, comme être Mm. toujours motivé. Fait que j'écoute beaucoup ce Est-ce genre que de c'est choses. compliqué de travailler seul? Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, en fait, je pense que je serais partie à mon compte plus tôt si je venais d'une famille un peu plus de type entrepreneur. Moi, ma mère est secrétaire médicale, mon père est policier. Alors, je viens pas du tout c'est pas du tout des carrières là où on met en avant l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, en Ouais. France, il y a un peu cette idée que le rêve du plan de carrière, c'est le CDI pour toujours, là. Bon, j'avais pas trop cette idée en tête, mais quand même, tu sais, quand je suis devenue avocate, malgré que c'est une profession, naturellement, il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir leur propre cabinet. Ça m'a pas du tout traversé l'esprit dans ma tête. Tu sais, il fallait que je trouve un emploi, que je sois salariée. Et en fait, à un moment donné, mon mari a fait un MBA, un master en administration des affaires. Et je pense que j'ai un peu fait un MBA aussi, tu sais, Ouais. en dommage collatéral. Ça m'a vraiment, vraiment influencé. Tu sais, puis ça nous a amené à plein de discussions. Et là, je me suis dit, OK, mais en fait ça me conviendrait vraiment de travailler à mon compte. Et donc, je suis partie à mon compte. Et effectivement, je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Tu sais, sans vouloir dénigrer l'expérience que j'ai eue avant, qui était très positive à tout point de vue, mais vraiment, ça me convient. Et là, je suis vraiment dans la phase, là, je travaille toute seule, c'est-à-dire j'ai pas d'employé. J'ai eu des stagiaires, j'ai des avocats contractuels qui travaillent avec moi sur certains dossiers Mhm. quand j'ai des choses à Quand t'as besoin. déléguer et tout ça. Mhm. Je suis pas encore rendue à l'étape où, tu sais, je me dis, OK, je vais créer de l'emploi, puis embaucher des gens, puis vraiment et tout ça. Parce que je pense que pour l'instant, je suis vraiment à l'étape où je savoure le fait de travailler toute seule. C'est-à-dire que non seulement j'ai pas de patron, non seulement j'ai pas de patron, mais en plus j'ai personne à gérer. C'est vrai. Et en fait, à part, tu sais, ma clientèle là, mais je veux dire, c'est un côté très agréable d'être tout seul, puis d'être complètement, de se sentir pleinement libre et en maîtrise de ce qu'on veut faire. Donc je suis Mhm. vraiment dans cette phase-là, peut-être le début de l'entrepreneuriat où je me dis,
qu'est-ce que je suis bien toute seule en fait. Ouais, Et voilà, ça changera peut-être dans quelques années. Là, tu sais, c'est sûr que je vais sûrement aussi évoluer à ce niveau-là. Mais pour moi, juste l'idée d'avoir ma propre entreprise, c'était vraiment quelque chose qui est arrivé assez tardivement, je pense, de fait de mon parcours personnel et tout ça. oui. Donc voilà, je suis dans le début et puis on va voir où ça s'en va après. Très bien. Bah, écoute, Colline, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour C'est ton retour plaisir. d'expérience. J'espère que tu as apprécié notre échange Oui, euh, très. et que, et que ton business va s'étendre encore plus avec plus de clients et plus de cas intéressants pour toi, Inch'Allah. Inch'Allah. Si on souhaite te suivre, est-ce que je sais que tu as un compte LinkedIn, tu as un site Oui, internet aussi, j'imagine? j'ai un site internet, j'ai une page Facebook aussi. D'accord. Site internet, c'est... Le site internet, Colline Bellefleur, avocate. D'accord. Ok, bah, je mettrai tout ça en description. Barakallahu fik, Super. Colline. Je te remercie. À Merci à bientôt, toi. Bonne Inch'Allah. journée. Salam Inch'Allah. alaikum. Wa alaykoum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.